On continue aujourd'hui avec le noyau, deuxième partie, dans lequel on va faire un petit rappel ce que c'était vu la dernière fois, puis on va avancer. Le noyau, c'est le cerveau de la cellule. C'est comme Bill Gates, c'est un bon dirigeant, c'est une personne, Bill Gates, qui va anticiper, qui va prendre les bonnes décisions. La même chose pour le cerveau, c'est un organite qui va prendre des décisions, qui va gérer toutes les fonctions, toutes les activités de la cellule. De quoi il est formé le noyau? Rapidement, le noyau contient l'information génétique la plus importante pour la cellule, donc on doit la protéger. Et comme pour tous les organites, je vais la protéger avec quoi? Avec une membrane nucléaire. Cette membrane est formée par deux couches et elle est composée principalement par des lipides. Ce qui est important à retenir, c'est que la membrane nucléaire, elle est reliée au réticulum endoplasmique rugueux. Par la suite, la membrane nucléaire, en plus de la protection, elle va assurer un rôle d'échange avec le cytoplasme. Pour faire l'échange, elle a besoin d'avoir des petits passages, des ouvertures, des tubes. Et ces petits passages qui vont permettre l'entrée et la sortie de la substance, on va les appeler des pores nucléaires. Donc, voyons maintenant qu'est-ce qu'il retrouve à l'intérieur du noyau. Tout d'abord, avec le microscope électronique, on est capable de voir qu'il y a une zone plus ou moins ronde, très dense et opaque. Cette zone, elle est opaque tout simplement parce que c'est une zone qui présente une activité très importante pour la cellule. C'est là où on va fabriquer les ribosomes. Donc, s'il y a une petite anomalie qui touche le nucléole, donc l'endroit de la fabrication des ribosomes, probablement que ça va toucher tous mes protéines et il y en a plusieurs maladies génétiques, on va dire, qui touchent les protéines, qui vont être d'origine une défaillance au niveau du nucléole. Maintenant, voyons la dernière structure du noyau et on va parler de l'information génétique. Tout d'abord, on va utiliser dans plusieurs livres le terme chromosome, dans d'autres chromatine. C'est quoi ces deux termes? Au niveau composition, ces deux termes, ils sont composés par la même chose. C'est-à-dire, on va retrouver de l'ADN et des protéines. Donc, dans certains moments, je vais utiliser le terme chromatine et dans d'autres, je vais appeler ça chromosome. Donc, c'est vraiment une forme de présentation. Mais au niveau structural, au niveau composition, ils sont tous les deux formés par la même chose. Donc, ce qu'on doit retenir tout d'abord, c'est que la chromatine est une gigantesque molécule. Donc, elle a à peu près une longueur de 3 mètres. Et cette molécule très grande, j'aimerais bien la faire entrer dans un organite très petit, donc qui est le noyau. Pour la faire entrer, je vais tout d'abord l'enrouler sur elle-même et par la suite sur des protéines. Donc, la chromatine, elle est formée par quoi? Elle est formée par l'ADN et ça c'est l'acronyme, son nom c'est l'acide désoxyribonucléique et par des protéines. Les deux vont s'enrouler ensemble pour former la chromatine. Voyons maintenant si je prends un microscope et je vais voir ce qui se trouve à l'intérieur de ce long fil ici. Vous voyez ce fil-là? Je vais essayer de le voir. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? À l'intérieur, on a dit que c'est principalement de l'ADN. L'ADN est une molécule très grande. Et elle est constituée par quoi? Par une succession. Donc, un après l'autre, d'accord? De bases azotées. Il manque ici. Il y a une erreur ici. Donc, l'ADN, ce que vous devez savoir, c'est que en fait, elle est formée par deux brins. Deux brins, c'est comme si je vais dire deux fils. Et ces deux fils, ils vont s'enrouler l'une sur l'autre pour former une hélice. À l'intérieur de l'ADN, on retrouve 23 000 nucléotides. Et le synonyme de nucléotide, on va utiliser plus le terme de base azotée. L'ADN, c'est quoi? C'est une molécule très grande. Elle est formée par quoi? Elle est formée par deux brins. Ces deux brins vont s'enrouler l'une sur l'autre. Ils sont composés par 23 milliards bases azotées. Et c'est quoi la composition d'une base azotée?
Une base azotée, tout simplement, elle est formée par trois structures. Je vais retrouver une molécule phosphate, je vais retrouver un sucre et je vais retrouver une base. L'ensemble, je l'appelle base azotée. À l'intérieur de l'ADN, je distingue 4 types de bases azotées différents. Donc, je vais avoir de la thymine, de l'adénine, de la cytosine et de la guanine. Ces 4 bases, ils vont se succéder un à côté de l'autre sur un bras. D'accord? Donc, ils vont être un après l'autre. Mais rappelle-toi, les 2 brins d'ADN là, ils vont se relier pour former une hélice. Pour que cette hélice soit stable et robuste, qu'est-ce qui arrive en fait? Les bases azotées, ils vont avoir une certaine affinité. Donc, les bases, dans les 2 brins, ils vont être reliés de façon complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je trouve la thymine sur un brin, de l'autre côté, je vais retrouver de l'adénine. Si je trouve de la cytosine sur un brin, donc on va utiliser toujours l'abréviation, la lettre majuscule de chaque base, je vais retrouver sur l'autre brin la guanine. Je répète, les 2 brins vont se relier l'une avec l'autre et pour faire ça, d'accord, ils doivent se relier par complémentarité. Complémentarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, je vais retrouver une base et de l'autre, je vais retrouver la base qui va avoir plus ou moins une forme qui permet d'avoir une relation plus robuste. Donc, si j'essaie de modéliser, en fait, l'ADN avec des morceaux de Lego. Donc, vous voyez, le brin noir ici, ça c'est mon premier brin, dans lequel je vais retrouver G, T, A, G, C. Le brin complémentaire ou l'autre brin de l'ADN, là, je vais retrouver l'autre base. Si j'ai un G ici, je vais en avoir un C ici. Si je vais avoir la thymine, je vais avoir de l'adénine. Donc, et ainsi de suite. Et c'est important de conserver cette complémentarité dans la séquence d'ADN. Est-ce qu'il peut savoir des changements, des mutations? Oui. Donc, des mutations peuvent se reproduire et c'est tout à fait normal d'avoir des mutations et ça permet d'expliquer en fait le principe de l'évolution. Toutefois, il y a des mutations qui vont être plus marquantes, c'est-à-dire qui vont affecter de façon très accrue ou très avec des effets, on va dire, néfastes. Et ces mutations, on va dire, ce sont des mutations qui vont causer pas mal de maladies. Et il y en a plusieurs produits qui peuvent entraîner des mutations sur la séquence de l'ADN. C'est pourquoi on va parler de produits. Il y en a certains qu'on va parler de produits cancérogènes, il y a des produits qu'on va parler tératogènes, il y a des produits qu'on va parler qui peuvent causer le cancer. Il y a certains, donc il y en a plusieurs. Mais tous ces produits, on parle de ces produits, pourquoi? Parce qu'ils vont toucher la séquence d'ADN. Et l'exemple le plus marquant, c'était un médicament qui était commercialisé en 1959 en Allemagne, le thalidomide. C'est un médicament, c'est un tranquillisant qui était aussi donné pour les femmes enceintes dans les 3 premières semaines 3 mois de grossesse pour réduire les effets de nausée. Et tout simplement, ce médicament entraînait des malformations au niveau des membres, de tous les membres de la personne, que ce soit les jambes, les bras, les doigts, etc. Et au Canada, ça a été commercialisé pendant une année et ça touchait environ 150 bébés. Et l'exemple le plus connu, c'est Martin Deschamps. Donc, c'est un chanteur québécois.